Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on peut appeler le haut en spiritualité, le bas, et qu'est-ce que c'est que l'ego spirituel. En fait, le haut, c'est tout simplement toutes les démarches, toutes les pratiques et tous les niveaux de compréhension en spiritualité qu'on peut débloquer, qu'on peut atteindre en quelque sorte, tels que je les ai présentés dans ma vidéo précédente sur les 7 stades de la désidentification de l'ego. Le bas, c'est tout simplement toutes les activités mondaines qu'on pourrait assez simplement qualifier de non spirituelles, qui consistent à, je sais pas, se lever le matin, s'occuper de ses enfants, faire les courses, aller au travail, gérer les affaires mondaines, gérer les affaires quotidiennes, et tout ce qui relève, disons, d'une identité un peu classique. Là, je m'appelle comme si, je fais tel métier, j'ai tel nombre d'enfants, etc., etc. Voilà, c'est un peu la vie de tout le monde. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le bas. Historiquement, la plupart des individus sont plutôt assez, voire très connectés au bas, c'est-à-dire que la plupart des êtres humains ont fait l'expérience d'une vie difficile, où ils doivent gagner leur pain à leur sueur de leur front, où ils se retrouvent face à des problèmes assez concrets, assez terre à terre, et où ils ont généralement assez peu accès à une vision méta sur eux-mêmes, à une compréhension plus profonde des choses. On va dire qu'ils sont un peu le nez dans le guidon, et qui prennent ce qu'on leur donne plus ou moins pour acquis, déjà parce qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre, et aussi parce que d'une certaine façon, ils n'ont pas, disons, dans leur vie quotidienne, de raison et d'intérêt particulier, ou même de temps, pour remettre plus profondément en question que ça leur représentation visuelle. Et ça peut être en quelque sorte le privilège d'une certaine classe, souvent une classe religieuse, des moines, des personnes qui ont une pratique spirituelle, qui dans la société pouvaient avoir ce loisir, disons, de s'isoler, de mener une vie plus éloignée du chaos de la civilisation, ce qui leur permettait en fait de développer, disons, le temps, la motivation, toutes les possibilités en fait, pour développer une vie spirituelle plus profonde, plus riche, s'intéresser à ce que c'est que la vie profondément, ce que c'est que l'expérience, ce que c'est que la conscience, essayer de comprendre un certain nombre de textes sacrés, et s'interroger par exemple sur les mécaniques qui génèrent la violence et les conflits chez les êtres humains, ce genre de choses. Mais bon, ça c'est quelque chose qui d'une certaine manière était un rôle, un travail dans la société, qui avait une certaine place, qui avait une certaine fonction, qui était d'une certaine manière le fait donc de certaines personnes, donc on déléguait aussi quelque part. Ça se faisait souvent dans des conditions qui faisaient qu'en fait tout le monde ne pouvait pas se permettre d'avoir ce mode de vie. Alors après ça changeait par rapport aux cultures, mais par exemple il y a l'histoire des prêtres catholiques qui ne peuvent pas se marier, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui sont supposés se priver de toute forme de sexualité charnelle, voire sexualité tout court en fait, enfin ce genre de choses. Je sais pas si c'était vraiment entièrement pratiqué concrètement, mais voilà. Il y a quand même l'idée, voilà, dans d'autres approches, ça va être beaucoup l'isolement, le fait de méditer toute la journée, d'avoir des pratiques qui peuvent être d'ailleurs assez sommaires, où il n'y a pas beaucoup de divertissement et tout. Il y a quand même cette idée, disons, que traditionnellement, pour explorer la spiritualité, pour explorer ces questions-là, ça implique quand même d'être dans une forme de renoncement à beaucoup de choses, et d'être dans une forme de mode de vie, disons, euh, qui est soutenable si quelques personnes, entre guillemets, privilégiées, peuvent remplir ce rôle, mais qui n'est pas soutenable, disons, à l'échelle de toute une population. Bon, les circonstances ont pas mal évolué aujourd'hui, et je pense qu'on peut aspirer à une vie spirituelle tout à fait profonde, tout à fait intéressante, sans être tout à fait coupé de la société, de la vie mondaine, disons. Et je crois qu'on se rend de plus en plus aujourd'hui vers une spiritualité qui est capable en fait de se connecter au monde plus concret, au monde plus matériel, au monde plus incarné, et en fait à avoir un mode de vie plus intégratif qui fait le pont entre différents pans de l'existence qui sont tous nécessaires. On passe d'une certaine manière à une société qui de séparer ces différents pans et les attribuer à différentes personnes, à une société où je pense que chacun est amené d'une certaine manière à s'approprier sa propre spiritualité d'une manière plus autonome, plus libre. Il y a des choses aussi qui peuvent demander moins de preuves d'engagement concrètes, telles que le fait de vivre dans des monastères isolés, ce genre de choses. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que contrairement au passé, la plupart des Occidentaux ont déjà accès à un mode de vie qui font qu'ils sont assez naturellement plus connectés
a des visions assez hautes du monde. Parfois même peut-être un peu trop haute pour la vie concrète. Ça c'est un peu Christopher Alain, dont j'avais regardé quelques vidéos à une période, qui m'avait un peu remis les idées en place là-dessus, sur le lien entre le haut et le bas justement. Et en fait ça t'aide, alors je sais pas jusqu'à quel point j'y crois, j'ai pas trop creusé la question, mais c'était qu'en gros, dans les spiritualités orientales, on a justement des gens qui sont très très connectés au bas, et que via la spiritualité, on essaye de faire monter, parce qu'on essaye en quelque sorte de leur faire prendre du recul sur leur situation. Le problème, c'est qu'en Occident, notamment dans l'Occident moderne, on aurait plutôt un souci inverse, c'est-à-dire qu'on aurait des gens qui, de par leur mode de vie, de par leurs études, de par leur cadre scolaire, sont déjà pas mal en haut, et ces gens-là, du coup, quand ils ont tendance à aborder des spiritualités orientales sur la non-dualité, la présence, ce genre de choses, des visions beaucoup plus transcendantes, beaucoup plus larges et tout, le risque c'est qu'ils soient carrément scotchés au plafond, c'est-à-dire qu'au lieu d'être déjà pas mal haut, ils vont monter, encore plus, et ils perdent complètement pied avec leurs racines, pied avec le monde concret, avec le monde matériel, et limite ils le voient comme une forme d'illusion. Et c'est là qu'il y a tout un ego spirituel qui se développe, notamment dans un certain nombre de néo-spiritualités, dans certains courants, en spirale dynamique, on pourrait décrire comme du verre assez malsain. Enfin, c'est pas toutes les personnes qui explorent verre vont pas forcément rentrer dans cette niche-là, disons, mais en tout cas, c'est une tendance que j'ai pu observer dans différents endroits. Et en fait, il y a ce truc typiquement occidental, typiquement postmoderne, j'aurais envie de dire, où on aborde la spiritualité comme une forme de déconstruction généralisée de toute l'expérience, de toute la vie, de toutes les narrations, de tout, et où il peut y avoir dans certains environnements, et moi je l'ai beaucoup connu, et avec le recul je trouve ça assez amusant à observer, il peut y avoir une forme de concours, souvent pas complètement assumé, entre les différentes personnes qui sont dans ce type d'exploration, où en fait on va quelque part comparer qui a déconstruit le plus de choses et qui a moins déconstruit que l'autre, et il y a une forme de hiérarchie comme ça qui se crée entre les individus, genre ah toi tu crois encore à la personnalité, tu crois encore au jeu, tu crois encore au temps, tu crois encore à la notion de besoin humain, tu crois encore voilà, alors que il y aurait cette idée que la personne l'aurait déconstruit, ce genre de choses. En fait, ça devient une sorte de concours à qui est le plus scotché dans les étoiles, qui est le plus perché, et qui, d'une certaine façon, est le plus déconnecté de la vie concrète et le moins fonctionnel dans la vie concrète. On pourrait dire que ça devient en quelque sorte un peu le concours. Et donc du coup, finalement, une spiritualité qui pourrait être pertinente pour pas mal d'occidentaux qui sont dans cette tendance-là, et qui d'une certaine manière rééquilibrerait bien plus leur psyché, ce serait une spiritualité en fait qui les reconnecterait beaucoup plus à la Terre, et qui, peut-être d'une certaine façon, leur permettrait de trouver du sens, de la joie, de la profondeur, même de la subtilité dans des activités beaucoup plus quotidiennes, et dans des préoccupations beaucoup plus quotidiennes. Et donc peut-être que d'une certaine manière, un travail plus intéressant serait de nouer une forme de rapport harmonieux avec leur ego, avec leur environnement social, avec leur travail, avec ce genre de choses. C'est peut-être une voie qui peut être intéressante, et d'ailleurs d'une certaine façon, c'est ce qui peut se faire dans un certain nombre de démarches de développement personnel assez entrepreneurial, assez orange, disons, spirale dynamique, assez basé sur des objectifs, ce qui peut faire du bien à beaucoup de personnes. Après, là, le problème inverse, c'est que ça se fait souvent depuis une approche très peu connectée spirituellement. Il y a encore souvent, j'observe, une difficulté, disons, à allier ces deux mondes, et c'est parce que c'est deux mondes qui peuvent avoir du mal à communiquer, et c'est un équilibre assez subtil à gérer. Moi, j'ai tendance à faire la promotion dans mes approches de l'idée un peu d'être dans une forme d'équilibre entre les polarités, d'équilibre entre les dualités. Ce qui veut pas dire être dans un juste milieu, parce que ça pose aussi d'autres soucis, mais c'est, disons, d'être dans une forme de danse dynamique, où on va successivement explorer les polarités, et où on n'en rejette aucune, et on est capable de comprendre, d'une certaine manière, comment est-ce que les polarités font partie du même ensemble, et comment est-ce que les deux aspects de la polarité sont importants pour l'existence. Et donc, le haut est important, le bas est important, et il s'agit de réussir à relier les deux correctement et avoir une approche dynamique entre les deux. Et moi, j'ai envie de dire, un bon moyen, en fait, de voir si une exploration spirituelle n'est pas de l'ego spirituel, c'est de se demander qu'est-ce que ces prises de conscience, qu'est-ce que ce travail, qu'est-ce que ces réalisations ont apporté au bas, en fait, ont apporté au monde de la matière, ont apporté
à ma vie quotidienne, ma vie de tous les jours, à mes objectifs, à mes accomplissements, à mes liens concrets avec les autres, à ce que je produis concrètement. Et s'il y a des manifestations assez claires et qui semblent assez positives, bah du coup c'est que c'est probablement une spiritualité qui est reliée au sol. Si ça reste très très conceptuel, très très dans les sensations ou dans l'intellect, parce que même si c'est pas forcément assumé, il y a souvent en général de l'intellect derrière, si ça reste très très comme ça, du blabla en fait, c'est probablement qu'il y a une connexion qui ne s'est pas faite. Et là, ça implique d'avoir une forme d'honnêteté envers soi. En fait, on pourrait dire que les personnes qui commencent à découvrir la spiritualité et qui commencent à découvrir, disons, tout le potentiel qu'elle permet, se mettent à utiliser leur cerveau d'une manière assez spécifique qui n'est généralement pas mise en place par des gens qui ne sont pas rentrés dans cette démarche. En fait, c'est simplement, on pourrait dire, une façon d'utiliser son système nerveux, son cerveau, qui consiste à explorer un maximum de possibilités, de possibilités de connexion entre différentes zones qui sont pas connectées d'habitude, puisqu'il y a cette idée justement que tout est connecté à tout, que tout est holistique, que tout est dans tout et tout, et bah aussi dans notre façon de comprendre le monde et dans notre façon de faire de la réflexion, de la métacognition, ce genre de choses, bah on va essayer un peu de tout connecter avec tout, d'une manière souvent un peu intuitive, anarchique, sans vraiment de structure, c'est un peu le souci, ça, il y a un manque de structure. Mais justement, on est dans cette idée, toujours un peu avec l'ego spirituel vert sur la spirale dynamique, on est un peu dans cette idée que la structure c'est des trucs rigides, c'est des trucs égotiques, et nous on va faire sauter tout ça, et en fait on va essayer de rentrer dans des modes d'état un peu altérés de conscience, d'état où on va essayer de rentrer dans des associations, dans une forme de fonctionnement cognitif qui ressemble plus en fait au fonctionnement des rêves. Voilà, les rêves, en fait, pourquoi est-ce qu'on est beaucoup plus créatif, on a beaucoup plus d'idées, qu'on est capable de faire beaucoup plus de visualisation mentale quand on est en train de rêver, bah, simplement parce qu'en gros, le cerveau lâche les ballons, il lâche la cohérence, il lâche la structure, et il part en full association libre, et du coup, bah, ça crée toutes sortes d'idées originales, intéressantes et tout. Ça crée aussi énormément d'idées clichés déjà, parce que généralement, quand le cerveau fait des associations, il va quand même sur des pentes qui sont assez faciles pour lui. Et moi, j'ai remarqué que, enfin, ça m'est déjà arrivé de faire des rêves plus ou moins lucides, où pendant que j'étais en train de rêver, je me faisais cette réflexion qui était, ouais, c'est incroyable à quel point j'ai des idées de malade là pendant que je suis en train de rêver et tout. Euh, si je pouvais m'inspirer de toutes ces idées que j'ai eues pour, je sais pas, en faire une histoire quand je me réveille et tout, ouais, je ferais des trucs vraiment fantastiques. Et puis alors après, ce qui se passe, c'est que je me réveille et bon, déjà, j'ai oublié pas mal de choses, mais en fait, quand j'observe ce dont je me souviens, j'ai l'impression, c'est peut-être lié au fait que j'ai oublié des choses, hein, mais j'ai l'impression qu'en réalité, tout ce que je viens de rêver est en grande partie un empilement pas possible de clichés et de trucs qui sont un peu stylés quand on regarde à la surface, mais c'est moi qui écrivais un peu à une époque de la fiction et qui aimerait bien m'y remettre, je trouvais que mes rêves finalement avaient une sorte de côté un peu bonbon, un peu divertissement presque hollywoodien, où ça avait l'air incroyablement créatif quand je les vivais, mais quand je les regardais une fois que j'avais la tête en place et que j'étais réveillé, je me disais, oh, je sais pas s'il y a vraiment grand chose à exploiter en réalité là-dedans, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est dans cette forme d'exploration spirituelle, il y a cette idée qu'on va balancer plein de trucs comme ça. Il y a quelque chose comme ça dans ce type de fonctionnement qui est que on va essayer de tout relier, et vu qu'on essaie de tout relier, bah du coup, on peut progresser vers des contrées, on peut progresser vers des niveaux de compréhension et de créativité qui ne sont pas disponibles pour les gens qui rentrent dans cette démarche. Le risque, c'est de s'y perdre complètement. Et c'est là où moi, ces derniers temps, j'explore des approches où on remet de la structure dans tout ce foisonnement incroyable qui est, disons, plus libre que dans l'ego classique, qui est plus libre que dans les conceptions plus matérialistes, voilà, où les choses sont comme ci, comme ça, il y a des méthodes et tout. Là, on a tout lâché, donc évidemment, ça permet plein de choses, mais en
fait, ça donne concrètement, c'est ça qui est rigolo, ça donne concrètement des gens qui cherchent à plus se relier aux autres, mais qui au final vont rentrer dans des mécanismes totalement auto-validants tout en pensant s'en être émancipés. Parce que, ils tournent dans leur tête, et en fait, le truc avec le haut, avec ce qui permet de monter en spiritualité, c'est qu'en gros, on va arriver dans des terrains où les choses, en quelque sorte, tendent vers l'infini, c'est-à-dire il y a tout qui est disponible. Et donc c'est super, en fait, parce que ça libère énormément de potentiel, puisque vu que potentiellement tout est disponible, si on creuse assez loin, on peut trouver toutes les façons de se libérer des pièges de son ego usuel, on peut trouver des sorties pour toutes nos limitations habituelles, nos boucles comme ça dans lesquelles on tourne, toute notre vie et tout. Là en fait on peut accéder à un endroit où potentiellement on va trouver des choses qui nous permettraient de sortir de la boucle, donc d'avoir une vie beaucoup plus sympathique, une vie beaucoup moins pleine de tensions, de frustrations et de choses qui sont liées en fait à la prison mentale qu'on s'est créée. Mais le risque, en fait, si on y va mal accompagné, sans structure, et depuis quelque chose d'un peu d'égo spirituel, où on a l'impression, en quelque sorte, comme je disais dans la vidéo précédente, on déchire le voile de la réalité, on a accès aux arcanes, on a accès à je sais pas quoi, voilà. Si on y va trop dans cet esprit-là, en fait, au lieu de se libérer de la prison mentale, on va rentrer encore plus dedans. On va même valider métaphysiquement, spirituellement sa prison mentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cet endroit où il y a tout, et c'est quelque chose que j'ai déjà pu exprimer ailleurs, dans cet endroit où il y a tout, il y a aussi la validation de, en gros, tout notre bullshit personnel, quoi. Toutes nos certitudes, toutes nos blessures rationalisées, tout ce dont on pourra jamais rêver pour renforcer notre ego, pour conforter, confirmer notre ego. Tout ça, en fait, c'est disponible dans ce genre d'espace, puisque vu qu'il y a, comme je le disais, toutes les perspectives, que tout est dans tout et tout, il y a vraiment le matériau pour se créer le pire enfer psychologique possible. Si vraiment on y va depuis un espace où le but c'est juste de fuir toute la pénibilité de l'existence. Et beaucoup de gens, en fait, justement, s'intéressent à ce genre d'exploration parce qu'ils sont dans une forme de souffrance, parce qu'ils ont... Il y a quelque chose de très positif au départ, hein. Ils ont une forme de sensibilité que d'autres n'ont pas forcément, qui fait que ils vont se demander pourquoi il y a autant de souffrance dans le monde, pourquoi est-ce que différentes organisations machin ne fonctionnent pas, pourquoi les êtres humains se font la guerre régulièrement, pourquoi il y a des crises économiques, pourquoi est-ce que dans ma famille il y a tel et tel type de conflit, pourquoi je me sens pas compris, pourquoi voilà, et qui n'arrivent pas simplement à supporter la situation en se contentant des narrations classiques. Et donc du coup, il y a cette envie qui est motivé donc aussi par une forme de souffrance et une envie, disons, de s'émanciper de cette souffrance-là, il y a ce désir d'aller explorer autre chose, et c'est là que les gens peuvent arriver dans la spiritualité. Le problème, c'est que si ils veulent soigner leurs blessures personnelles, leurs blessures qui viennent du bas, en fait, uniquement avec quelque chose qui vient du haut, du coup, ils vont se créer des validations transcendantales de toutes leurs blessures de vie qui sont en réalité extrêmement contextuelles et extrêmement spécifiques. Et pareil, dans d'anciens contacts que j'ai pu y avoir il y a quelque temps, j'observe un certain nombre de personnes qui m'ont l'air assez profondément prises dans ce schéma. J'en suis assez attristé, mais bon, après c'est la liberté de chacun d'essayer de sortir de l'ornière. Du coup, oui, au final, cette chose-là, ça peut donner des situations où finalement, tout ce qui est ressenti comme juste intuitivement, émotionnellement, va être validé comme émergeant d'une forme de sagesse plus profonde, parfois même de signes du divin lui-même, hein, pourquoi pas. Et tout ce qui pourrait être amené à questionner cette vision-là va être vu comme des choses qui émergent, disons, de points de vue, de perception, de niveau de compréhension, qui sont moins subtils, moins profonds, moins éveillés, tout ce que vous voulez. Donc du coup, il y a une sorte de filtre qui s'opère comme ça. Et ça devient limite plus compliqué de faire descotcher des gens dans ce genre de situation que, entre guillemets, des personnes normales qui sont jamais rentrées dans ce genre de démarche, parce que, à un moment, qu'est-ce que tu veux faire quand c'est l'univers lui-même qui t'apporte ses vérités, qui t'apporte ses solutions, ses niveaux de compréhension et ce genre de choses. Donc bon, c'est assez compliqué, et en plus, il y a un certain nombre
de personnes, souvent des jeunes, qui explorent ces choses-là aussi en explorant les psychédéliques un peu n'importe comment, sans faire attention aux mises en garde, aux recommandations et tout. Qu'en fait, ils accèdent à des modes cognitifs, disons, qui devraient être bloqués en temps normal, et qui leur font percevoir la réalité depuis des filtres qui sont très très éloignés de leur perception habituelle. Euh, et donc du coup, dans ces expériences-là, on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus de filtres, alors qu'en fait, il y a des filtres quand même, c'est juste que ce sont des filtres différents. Et donc là, bah du coup, on revient dans des choses dont j'ai parlé, des déréalisations, l'impression que la réalité ordinaire n'est qu'une matrice, un voile, quelque chose de faux et tout. Et donc si en plus on rajoute ce genre de choses par derrière, ça peut donner des situations assez critiques. Donc je ne peux qu'inviter les gens à être prudents avec ça. En même temps, la peur n'évite pas le danger, et l'excès de prudence parfois peut avoir tendance à provoquer la chose qu'on essaie d'éviter. Je sais que moi je peux avoir tendance, et d'ailleurs je me trouve peut-être un peu trop critique dans cette vidéo, peut-être qu'il faudra que je rééquilibre avec d'autres vidéos, je peux avoir tendance, disons, à un peu trop regarder ce qui fonctionne pas, et ça peut être aussi un piège dans mon cas. Après moi je pense que c'est intéressant aussi, parce que je pense que ce niveau de perception m'a permis d'identifier un certain nombre de soucis récurrents que pas forcément grand monde n'a identifié avec autant de pertinence et de précision, ou en tout cas, j'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose sur lequel on communiquait beaucoup, encore que c'est peut-être simplement mon filtre d'attention, qui fait que je les vois pas autant que peut-être d'autres personnes les voient. En fait, moi je considère qu'il faut voir le haut, les choses plus spirituellement élevées, non pas comme une sorte d'état qu'il s'agirait de vouloir chercher à atteindre absolument pour rester dedans et se raconter qu'en fait, une fois qu'on est dedans, on a accès à une forme de vérité transcendantale qui, d'une certaine manière, que ce soit assumé ou pas, nous placerait au-dessus du commun des mortels. Je crois que c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Je crois qu'il faut voir le haut comme une ressource, un endroit vers lequel on peut s'élever pour retrouver la clarté qui nous permet de prendre une direction différente. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai abordé dans ma précédente vidéo, et notamment lorsque je parlais de la compréhension de la troisième étape de la désidentification à l'ego classique, étape que j'appelais l'étape méta-égotique. Bah, voilà, si on veut comprendre l'étape méta-égotique, il faut comprendre en fait que cette montée en fait en non-dualité, en association libre et tout, et là simplement pour nous permettre de réouvrir notre champ des possibles, pour nous permettre d'accéder à la liberté, qui fait qu'après on va pouvoir faire un choix, et ce choix est nécessaire à faire. Et si on reste perché tout en haut, bah en fait on n'a pas la possibilité de faire ce choix, on se coupe de notre capacité d'interagir avec le monde, on se coupe de notre interface avec le monde, et moi, j'observe un certain nombre de personnes qui peuvent être très respectées comme des maîtres des grands enseignements spirituels, et quand on observe plus, il semblerait que ces personnes soient tout à fait rentrées dans ce schéma, c'est-à-dire qu'elles sont montées tout en haut, elles sont jamais redescendues, et vu qu'en plus elles ont réussi à créer une activité à partir de leur percha spirituel et de leur ego spirituel, bah du coup ces personnes n'ont plus aucun intérêt à redescendre, parce que d'une certaine manière ça reviendra à tout perdre. En réalité, ce serait probablement pas le cas, mais en tout cas, c'est comme ça que l'ego vit la situation. Et en fait, ce phénomène, il explique beaucoup de... Moi, j'avais du mal à comprendre au début pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes dans la spiritualité qui évoquent des choses aussi belles, aussi profondes, qui semblent avoir autant de finesse, de compréhension fine des dynamiques de l'existence, des mécanismes de la violence chez l'être humain. Voilà, il semble apporter un message beau, profond et tout, et puis en réalité, quand on observe, non seulement on voit toutes sortes de mécaniques égotiques chez ces gens-là, mais c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'en fait, on voit des abus qui parfois sont tellement ahurissants que on verrait ça quasiment nulle part ailleurs, même dans des entreprises malsaines avec des patrons toxiques et ce genre de choses. C'est très très rare qu'on voit des phénomènes aussi malsains, aussi systématiques que ce qu'on voit en fait dans beaucoup de mouvements qu'on pourrait qualifier de dérives sectaires et ce genre de choses. Et c'est questionnant parce que on pourrait se dire simplement que les gens qui prodiguent ce genre d'enseignement et qui vont se livrer à des formes de violence, de maltraitance, de contrôle, de viol, hein, ce genre de choses,
On pourrait dire que ce sont juste des personnes extrêmement cyniques qui ont trouvé des gens fragiles et vulnérables à manipuler, et a priori, il y a certaines personnes qui sont uniquement malsaines et cyniques, qui savent extrêmement bien qu'elles ne font que manipuler, raconter une histoire, et qui effectivement manipulent des gens, parfaitement en conscience et tout, voilà. Mais moi j'ai l'impression que la plupart, voire une grande majorité en fait de ces enseignants slash gourous en fait sont de bonne foi, et tout en étant de bonne foi, et tout en ayant visiblement compris des choses assez profondes malgré tout, euh, il y a quelque chose en eux qui fait qu'ils vont créer des dynamiques extrêmement malsaines dans leur groupe. Alors j'identifie un certain nombre de causes, de moyens de prévention et de moyens de prise de conscience en fait, de voir est-ce que la dynamique elle est saine ou pas. Mais moi j'ai l'impression que fondamentalement ce sont beaucoup des gens qui sont complètement perchés dans la deuxième étape du développement spirituel, qui est l'étape de l'immanence, dont je parle encore une fois dans mes précédentes vidéos, et en fait, ils ont effectivement accès, ils ont atteint, et peut-être même qu'ils ont accès assez fluidement à certaines expériences, certains états de présence, de non-dualité, donc ils ont accès à l'immanence, probablement. Et en fait, ils se créent, alors à partir de là, tout un scénario comme quoi l'accès à ces niveaux de perception les placerait dans une forme d'élite spirituelle, de personnes éveillées et tout, alors que moi j'ai l'impression qu'en réalité ce sont des expériences qui sont assez communes pour quiconque s'intéresse un peu à la spiritualité. Je crois même que lorsqu'on est bien accompagné, on peut commencer à toucher ces états-là avec peut-être entre quelques dizaines de minutes et quelques heures, mis dans les bonnes conditions, mis dans les bons niveaux de relaxation, orienté de la bonne façon avec les bonnes personnes. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, ce sont des choses qu'on peut toucher d'une manière assez triviale, et éventuellement aider un peu de substance, mais même pas forcément. Et moi, je crois que beaucoup de gens font tout un pataquès de ça. Alors bon, après, il y a sûrement différents niveaux d'intensité avec lesquels on peut vivre la chose, et pour certains, c'est sûrement incroyablement bouleversant, renversant, et d'une certaine manière, quand on comprend ce que ça implique, oui, c'est renversant, mais je crois vraiment que plein de gens, en fait, touchent ces choses-là, même sans avoir suivi de démarche spirituelle particulière, d'une manière purement empirique, spontanée, non volontaire, dans certains contextes de vie, et à partir de là, ben, ces gens-là n'en tirent pas forcément quelque chose d'incroyablement profond pour leur existence, ça ne change pas forcément radicalement leur vie, et ça ne les empêche pas d'avoir une vie pleine de souffrances, de jugements, de tensions, de toutes sortes de choses qui paraissent pas si élevées comme ça. Et donc oui, moi je crois on a pas mal de phénomènes comme ça, de gens qui sans doute avaient un certain narcissisme un peu plus élevé que la plupart des gens, qui sont entrés dans ces choses-là, qui ont trouvé toutes les confirmations possibles à toutes leurs blessures personnelles, à toutes les choses qui se racontaient déjà avant, mais là ils y ont trouvé une sorte de validation cosmique, entre guillemets. D'ailleurs c'est marrant, c'est qu'en général, comme par hasard, l'absolu vient confirmer à peu près tout ce qui est arrangeant, quoi. Et bah du coup c'est depuis cet espace-là, après que ces gens vont entraîner d'autres personnes dans cette démarche, et vu que la structure par rapport à toutes ces choses-là, qui est supposée s'installer en jaune, si on prend le filtre de la spirale dynamique, disons, vu que la structure ne s'est pas installée, qu'on est juste dans l'association libre et le fait de monter toujours plus, bah en fait on peut toujours trouver quelque chose dans le haut, dans l'absolu, dans la totalité et tout, qui va venir en gros montrer que nous on a tout compris, que l'autre a rien compris, et qu'en fait dès qu'il y aura une possibilité extérieure de régulation, bah, ça va être balayé, et plus l'ego spirituel se développe, et plus on développe une autorité par rapport à ça, plus le système se verrouille, et voilà, et après certaines personnes qui ont suivi ce genre de démarche finissent par se rendre compte en quelque sorte de la douille, et pour certains c'est plus compliqué. Et, euh, et ça crée aussi toute une sorte d'ambiance collective où en fait chacun va venir entrevalider les trucs, et il y a un phénomène de régulation comme ça où toute personne qui viendrait mettre en danger le narratif va être écartée ou va être ridiculisée,
En fait, on pourrait dire comme dans à peu près tous les groupes humains, sauf que là, du coup, vu que c'est dans une démarche spirituelle, ça prend un certain nombre de dimensions que ça prendrait pas forcément habituellement dans d'autres contextes. En fait, on pourrait dire que la suridentification à la partie haute, au haut, a un certain nombre de soucis, tout comme la suridentification à l'ego habituel, à l'ego standard, au bas, pose d'autres soucis. Et ce qui est marrant, c'est qu'il peut y avoir une forme de complémentarité, on va dire, dans les fonctionnements un peu malsains, voire très malsains que ça crée. Moi, par exemple, je dirais que pour reprendre un exemple historique bien connu, assez dramatique de notre culture, bah une personne très connectée au haut, ça va être quelqu'un qui va commanditer, organiser l'Holocauste. J'espère que le bot YouTube ne va pas m'épingler pour ça. Et en fait, la personne très connectée au bas est la personne qui exécute. C'est-à-dire que la personne très connectée au haut, en rejetant le bas, euh, se prend à rêver à un gouvernement, un État très fort, qui durerait 1000 ans. Je crois qu'il y a plus ou moins une référence biblique dans cette histoire de 1000 ans et tout. Je crois que je sais pas quoi, le Christ est supposé revenir après 1000 ans d'âge d'or, je sais plus quoi, enfin bref. Les 1000 ans de prospérité, tout, c'est tout un truc très symbolique fort et tout. Il y a cette idée qu'on va venir ressusciter un peuple, faire un peuple fort sur toutes sortes de bases anciennes, en reprenant certains éléments de spiritualité ancienne comme la svastika et tout, voilà. Il y a tout un narratif avec des ennemis, avec une mission, avec quelque chose clair, de très clair, avec une vision très claire, avec une vision à l'échelle de tout un État, voire de l'humanité dans son ensemble. Euh, pour une évolution vers des êtres humains meilleurs et tout ce genre de choses. Il y a tout un truc comme ça qui est très perché, très élevé entre guillemets, mais comme quoi c'est pas forcément dans le bon sens du terme. Voilà, il y a tout ça, c'est très perché tout en haut, quoi. Et ça justifie absolument n'importe quoi, puisque c'est fait depuis une injonction supérieure, quoi, et depuis une compréhension supérieure des choses. Et tout en bas, bah, on a le pauvre type qui, à la fin, va dire moi, j'ai absolument pas voulu commettre des horreurs, tout ce que je voulais, c'était que les trains arrivent à l'heure, voilà. C'est des choses qu'on a beaucoup entendues pendant le procès de Nuremberg, et voilà, en fait, le haut perché et le bas complètement identifié qui bossent ensemble, c'est la personne qui commandite, on va dire, les trajets en train, quoi, et la personne qui fait en sorte qu'ils se déroulent, quoi. Et qui ne va pas remettre en question ce que son environnement social lui demande, ce que l'obéissance entre guillemets demande, et qui va être là, bah oui, moi j'ai fait ce qu'on m'avait demandé, et qui limite ne comprend même pas le problème. Moi je pense que une vie plus équilibrée et qui évite ces deux écueils est une vie où en fait ces deux dimensions sont tout à fait reliées. Une vie où on n'est pas totalement le nez dans le guidon dans sa vie quotidienne et où on est capable de comprendre qu'il y a toutes sortes de patterns, de choses qui se jouent plus haut, capable de prendre du recul sur les situations, même toutes sortes d'exercices et tout, des exercices de recentrage. Et ils font beaucoup ça dans les groupes alternatifs éco-village et tout, ils font des exercices de recentrage, ils sont là, comment je me sens, voilà, notamment beaucoup dans les pratiques de CNV, de gestion de conflit, pour éviter de juste se rentrer dedans et tout, bah quand on est en train d'essayer de dénouer notre conflit, on essaie en fait de remonter comme ça, c'est vraiment une pratique concrète, comment je me sens, qu'est-ce que ça me fait quand tu me dis ça, voilà, là mon esprit il est en train de remonter, je suis en train de me connecter à des parts plus détendues, plus pures entre guillemets de moi-même, donc voilà, c'est ça. T'apprends à monter. Après voilà, quand on a appris à monter, en fait, il faut pas croire que si c'est plus haut, c'est forcément mieux, il faut pas se percher tout en haut, il faut être capable de redescendre aussi et de voir, alors ok, la sagesse que j'ai été chercher, en me recentrant, qu'est-ce qu'elle va me permettre en fait de remettre en place dans le concret, dans la matière, dans le sol. Si beaucoup plus de personnes avaient été capables de se recentrer, de remonter un peu, de se désidentifier un peu de leur ego, notamment des dirigeants politiques avant de prendre toutes sortes de décisions qui ont eu des conséquences majeures, nous aurions sans doute eu une histoire, une histoire humaine qui serait beaucoup moins dramatique. Ceci étant dit, encore une fois, la déconnexion au bas peut aussi avoir d'autres conséquences tout aussi fâcheuses. Voilà, j'espère avoir été clair, je me dis que ça a peut-être été un peu confus, un peu redondant.
Et je me permets quand même d'insister sur cet aspect parce que c'est vraiment un peu le piège principal que j'ai retrouvé le plus dans toutes sortes de démarches spirituelles, notamment qu'on peut trouver un peu à droite à gauche aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet et tout, c'est très très... on parle beaucoup de ces choses-là, et il y a beaucoup de fantasmes qui se trouvent autour de ces choses-là. Bon, il y en a sûrement toujours eu, hein, mais du coup, ça, d'une certaine manière, ce sont des choses qui se prétendent très très cachées, très profondes, voilà, tout en ayant probablement jamais été aussi mainstream. En fait, plein de gens s'intéressent à ces choses-là, même si dans l'ego spirituel, un certain nombre de personnes peuvent avoir l'impression que elles sont un peu des cracks pour s'intéresser à ces trucs-là, alors que personne s'y intéresse. Oui, personne s'y intéresse dans votre environnement social direct, mais changez un peu d'environnement social et vous verrez qu'énormément de gens en réalité s'intéressent à ces choses-là. Donc, je pense que vraiment, en fait, quand on a compris cette articulation entre le haut et le bas, quand on a compris que le haut est là pour nourrir le bas, et aussi d'ailleurs d'une certaine façon que le bas est là pour nourrir le haut, quand on a relié ces dimensions-là, bah en fait on sort de l'ego spirituel, puisque l'ego spirituel se manifeste précisément dans la confusion entre ces dimensions. Avec des gens qui vont le plus sérieusement du monde finir par vous expliquer que ils sont Dieu et tout, que ils ont atteint une forme de communion avec l'univers et tout. Notamment, il y a une petite dernière chose dont j'ai envie de parler avant de conclure vraiment cette vidéo, c'est sur l'idée, par exemple, qu'il n'y aurait pas de jeu, qu'il n'y aurait pas de soi, que ce ne serait qu'une illusion. D'une certaine façon, oui. Après, là où justement j'aimerais apporter une approche plus intégrative, c'est qu'en fait, déjà, ce n'est pas parce que des choses sont des narrations, parce qu'en fait, dans l'expérience humaine, dès qu'on essaie de penser un truc, c'est une narration, hein. Mais même nos perceptions, d'une certaine manière, sont des narrations, parce que ce sont déjà des transformations, des approximations de la réalité, voilà, il y a les illusions d'optique, il y a toutes sortes de choses et tout, donc même nos perceptions sont déjà le produit de narration, en quelque sorte. Donc, en fait, le fait qu'une chose soit une narration, en soi, n'est pas forcément une bonne raison pour le rejeter. Une narration est toujours le produit d'un principe plus profond, j'ai envie de dire. Elle n'est pas là pour rien, en fait. Si elle apparaît dans l'existence, en quelque sorte, c'est qu'elle a une fonction. Mais surtout, si on reprend, par exemple, l'idée du jeu, de l'identité, du soi et tout, et qu'on se demande est-ce que c'est une illusion ou pas, moi je dirais que ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu en tant qu'identité figée et parfaitement définissable avec des critères objectifs depuis une seule perspective, ça oui, c'est une illusion. Ça ne veut pas dire que le jeu en lui-même est entièrement une illusion et qu'il n'a aucune forme de consistance. En fait, il faut plutôt penser le jeu, il faut plutôt lui penser l'identité, comme une sorte de système mouvant, en perpétuelle évolution, et qui danse entre différentes polarités, et qui peut être perçu aussi depuis différents, disons, points de vue essentiels, points de vue fondamentaux, quoi. Donc, nous sommes quelque chose de mouvant, de multipolaire, d'où l'idée, en fait, de niveau métaégotique. Nous sommes un patchwork de personnalités, nous sommes quelque chose qui évolue, qui d'une certaine manière meurt et revit à chaque instant. Nous sommes quelque chose qui n'a pas des frontières fixes. Il y a une dimension réduite de nous, il y a une dimension plus élargie de nous. Et d'une certaine manière, oui, on pourrait dire que on est relié à tout, et donc on est relié à la création, et donc on est relié à Dieu, et donc on est un fragment, en quelque sorte, de lui. Ceci dit, si on écarte toute cette nuance et qu'on part directement tout en haut, parce qu'on a vu cette espèce de connexion avec le tout, et dire, bah, le moi c'est le tout, là, bah, il y a quelque chose qui va pas, en fait. Oui, c'est pas être dans l'illusion, enfin si, d'une certaine manière, mais on peut pas vraiment y échapper. Mais en tout cas, c'est pas un problème, en fait, d'être identifié une forme de soi et de percevoir une forme de soi, c'est même assez sain, en fait. Euh, le souci qui se pose, c'est quand on pense le soi comme une entité monolithique, extrêmement bien définie, indélogeable et tout, indéboulonnable et tout, et qu'on n'a pas de souplesse par rapport à notre identité, qu'on se voit pas comme quelque chose de plus malléable, de plus flou, de plus brumeux que ça. Mais si on perçoit la dimension brumeuse du soi, justement, il n'y a pas de souci en soi à dire qu'il y a un soi. Oui, moi je crois qu'il y a bel et bien un soi.
Et je pense que toute personne à peu près saine d'esprit et fonctionnelle dans le monde devrait considérer qu'il y a un soi. Je vois beaucoup plus de gens se faire beaucoup de mal, et éventuellement faire du mal à leur entourage, avec l'idée que qu'elles ont pas d'ego, qu'il y a pas de soi, qu'elles sont pas identifiées, que je sais pas quoi, que l'inverse. Hein. Je suis désolé. Merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a intéressé, bah, vous pouvez laisser un pouce en l'air. Vous pouvez regarder dans la description mes Discord où il y a mes communautés. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et salut!